Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux perceptions extrasensorielles. Aujourd'hui, avec comme invité Guillaume Marchely. Bonjour Bonjour Guillaume. Alice, bonjour Alice. Alors, comme j'ai fait pour mes invités précédents, j'aimerais bien que tu te présentes entre guillemets toi-même parce que je ne sais jamais trop comment vous introduire. Comment est-ce que tu te présentes en général aux gens? C'est qui? C'est quoi? Je me présente, sous un titre, si je puis dire, qui englobe beaucoup de choses comme magnétiseur. Voilà, D'accord. déjà, c'est un mot qui parle, à beaucoup de gens, surtout pour nous qui vivons à la campagne. Le magnétiseur, c'est quelque chose de très présent, le rebouteux, le guérisseur, enfin tout ce que tu veux. Donc c'est un nom, j'ai pas cherché à trouver un mot qui va vraiment, donner de manière précise ce que je fais. Je trouve que dans ce appellation magnétiseur, voilà, ça englobe tout ce que je peux proposer comme service. Alors, comment toi tu décrirais à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est, qu'est-ce que c'est que la perception extrasensorielle? Sans décrire pour l'instant ce que toi tu ressens, mais juste comment est-ce que c'est quoi la perception extrasensorielle, tout bêtement? Bah, déjà, j'ai une conviction, c'est qu'on est tous doués de cette perception. On en a plus ou moins conscience, on peut en avoir plus ou moins peur, mais très, très souvent, lorsque je reçois un consultant ou une consultante à mon cabinet, je leur dis: «Mais vous avez déjà vécu ça? Vous avez déjà vécu un ressenti par rapport à une personne sans la connaître? Vous avez déjà vécu un ressenti, vous entrez dans un lieu, vous vous sentez bien, pas bien?» Donc dans l'absolu, on a tous cette capacité. Après, si je vais un peu plus loin, j'explique que c'est un sens qui est sans doute un sens animal par rapport, à tout ce qui est intellect, ego, qu'on utilise au quotidien. Et donc, bah, il faut réussir à se reconnecter à ce sens animal. Mais le sens animal, on le voit tous les jours. Pour peu qu'on ait les animaux de compagnie, un chien va vite sentir votre état d'âme. Est-ce que vous êtes triste, que vous êtes heureux? Moi, j'ai 2 ânes et les ânes sont comme les chevaux, sont hypersensibles. Ils sentent comment vous Mmh. êtes. Donc, derrière cela, derrière ce mot extrasensoriel, je crois qu'il faut vraiment démystifier ça, c'est-à-dire qu'on a toutes ces capacités. De même qu'on a tous la capacité et toutes d'apprendre à jouer du piano, d'apprendre à jouer, de la guitare. Peut-être la différence, c'est que certains ou certaines auront déjà le sens musical, donc seront capables de jouer très rapidement d'un instrument. D'autres Mmh. auront besoin de passer peut-être par le conservatoire, et peu importe le temps. Au bout du compte, tout le monde peut jouer du piano ou de la guitare. Oui, on avait utilisé exactement la même analogie avec Samy en disant que tout le monde pouvait apprendre à chanter. Mais c'est exactement ça. Mais Ouais. il y a quand même effectivement comme tu dis, comme le chant, bah, par contre on est avec différentes sensibilités, j'imagine. Tu vois, par exemple, Oui, tout pas à tout le fait. monde Alors, qui m'a dit, enfin, ouais. la sensibilité, on l'a tous. Mmh. Après, historiquement, nous les hommes, on a un gros problème avec ça. C'est-à-dire qu'on a tellement été éduqués depuis des siècles et des siècles sur le fait que l'homme doit être costaud, ne pas pleurer, être garant de la sécurité, et cetera. Sans compter ce qu'on appelle les mots d'ordre en psychogénéalogie, tu es un garçon, ça pleure pas, tu dois pas pleurer. Donc on est chargé de cela. Et c'est la raison pour laquelle finalement j'ai très peu d'hommes qui viennent en consultation, mais par Mmh. contre, quand ce sont les hommes qui viennent, ce sont les gens qui sont en souffrance, Mmh. parce que hypersensibles et une partie d'eux qui dit: «Il faut que je retienne, je retienne, je retienne». Et le comble, c'est qu'ils peuvent avoir une épouse ou une famille plutôt ouverte, hein, en disant: «Laisse exprimer tes émotions», mais il y a quelque Mmh chose mh. qui bloque. Oui. Voilà. Ah, et par contre, vous, les femmes, avez cette force, cette qualité d'être en accord avec votre sensibilité et de laisser plus facilement, globalement, sortir les émotions et puis être dans la perception. Alors toi, typiquement, tu es un homme. Est-ce que du Oui, coup, je crois. tu as toujours été ouverte à cette sensibilité-là? Est-ce que tu as toujours été consciente de ça ou pas du tout? Conscient, oui, mais inconsciemment, si je puis dire. C'est-à-dire que, déjà petit, je me posais beaucoup de questions sur l'invisible. Étant un enfant hypersensible, je sentais très, très vite les ambiances, dans les maisons, avec les gens, mais impossible de mettre un mot dessus. Mais Mmh. effectivement, étant, comme je répète, hypersensible, bah, je recevais beaucoup de choses, beaucoup d'informations, mais sans comprendre pourquoi. Et puis parfois c'était perturbant, c'était, parfois compliqué aussi à gérer, à ressentir la peine de quelqu'un ou la douleur de quelqu'un. Voilà, mais très, très tôt en fait, mais je pense que globalement les enfants ont cette capacité. En tout cas en très bas âge, qu'à 3, 4 ans, dans ce sens où, bah, ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas Mmh. de filtre. Et si on prend un exemple sur une petite fille, Aglaé, combien de fois, un matin elle se lève, elle me dit: «Papa, tu es malade?» «Non», et puis 2 jours après: «Oui, j'étais malade». Donc je pense que les enfants, je Ouais. reçois également des enfants qui voient des choses et c'est très compliqué pour eux, y compris, s'ils ont des parents qui sont plutôt ouverts, mais c'est compliqué
de dire je vois telle ou telle chose, je sens telle ou telle chose, Mmh. surtout à partir de 7, 8, 9 ans où là ils ont peur du jugement de l'adulte et notamment peur du jugement des parents. Qu'est-ce que Mmh. va penser papa de moi? Ils vont dire que j'exagère ou que j'imagine. Et c'est vrai que pour nous parents, des fois, c'est compliqué de faire la distinction entre l'imaginaire de l'enfant qu'on doit laisser s'enrichir et puis le factuel. Oui, bien sûr. Et toi, aujourd'hui, comment tu décrirais tes perceptions extrasensorielles? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois, tu entends, tu ressens? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, pour les gens qui connaissent ce vocabulaire, je dirais que je serais à la fois clairvoyant, clairaudient. Alors, au niveau purement magnétisme, Mmh. ce sont des ressentis corporels, beaucoup. C'est-à-dire que lorsque je vais soigner une personne, je vais ressentir les blocages énergétiques, je vais sentir les charges énergétiques, c'est-à-dire des énergies qui sont là, qui bloquent la bonne circulation. Donc voilà, globalement, c'est le ressenti physique. Parfois même, il m'arrive d'anticiper le ressenti que va avoir la consultante ou le consultant sur ma table. Je leur dis: «Tiens, est-ce que vous avez C'est-à-dire, mal à la tête?» par exemple, c'est-à-dire tu vas sentir des mots, tu vas avoir mal à la tête, ça va se manifester comment? Alors, il y a plusieurs étapes, qui peuvent soit se suivre comme un effet domino, soit être indépendantes. Le plus souvent, ce sont des ressentis physiques, comme je le disais, et effectivement, je peux parfois, par anticipation, ressentir ce que va ressentir la personne sur la table. Un mal de tête, une boule dans la gorge et cetera. Mmh. Et puis, très souvent, il va y avoir ensuite, un effet domino dans le sens où, du coup, ce ressenti va générer en moi une image, par exemple, ou un mot. Et c'est comme ça globalement que je travaille, et ce qui me permet, non seulement d'aller travailler sur la douleur ou l'accompagnement avec la maladie. Il faut bien répéter que nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des accompagnants. J'ai par exemple le cas de personnes qui viennent me voir, dans le cadre de chimiothérapie ou dans le cadre de maladies telles que la sclérose en plaques et le magnétisme va les soulager, va les accompagner, ce qui leur permet en parallèle de mieux accepter le traitement, médical qui est indispensable pour ces maladies. Mmh. Hem, donc voilà, c'est un ressenti, donc au départ sur le corps, mais mon credo, c'est également de comprendre le lien avec l'émotionnel dans un premier temps. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin si on a souvent une douleur au genou gauche ou souvent des otites, souvent des angines et chaque maladie, chaque douleur, de la plus simple jusqu'aux choses plus compliquées, il y a toujours un langage émotionnel. Alors ça, avec l'expérience, on apprend, à le deviner rapidement et puis vous avez des livres tels que celui de Jacques Martel qui est connu maintenant, qui nous explique en quoi, par exemple, une otite est liée à telle émotion. Mmh. Et puis au-delà de cela, je me passionne pour la psychogénéalogie. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est l'héritage. D'un côté, on a hérité d'un patrimoine génétique de nos ancêtres, la couleur de cheveux, notre taille, la couleur de peau et cetera. Mais on a aussi hérité, et on en prend de plus en plus conscience, d'un patrimoine, traumatique, d'un patrimoine lié à l'histoire familiale. Et Mmh. certaines maladies, certaines douleurs peuvent être l'écho d'un traumatisme, vécu par, nos aïeux. Mmh. Et parfois, alors ça c'est quelque chose que je ne contrôle pas, parfois je vais être en phase médium. Alors médium, je crois qu'il faut aussi démystifier le mot Oui, médium. justement, Moi je me définis comme un poste, radio, c'est-à-dire j'entends des choses, ou comme un poste télé, hein, je vois des choses et puis je retransmets à la personne ce que je vois ou ce que j'entends. alors est-ce que Heu j'aimerais juste savoir parce que c'est là où en général les gens déjà ça commence à les faire flipper. Quand on dit voir et entendre, genre tu vois des images, tu vois des choses extérieures, les voix, c'est ta voix, c'est d'autres voix, comment est-ce qu'on peut imaginer ça? C'est très difficile de définir exactement. On va utiliser les termes comme voir et entendre parce que ça parle à tout le monde, mais la notion de voir et d'entendre n'est pas la même en fonction de chaque médium ou en tout cas chaque personne qui perçoit ce genre de choses. Alors Mmh. parfois, ce peut être des images, très claires, disons même qu'une personne apparaît dans le cabinet, Oui. alors c'est souvent un grand-père, une mamie et cetera et ce que j'ai remarqué que c'est très souvent cette présence va venir pour m'accompagner pendant le soin. Le cas le plus fort que j'ai vécu il y a peu de temps, c'est l'histoire d'une amie, qui a perdu, son compagnon alors qu'elle était enceinte, et Mmh. c'est une femme très forte, donc qui a tenu, qui a tenu, qui a tenu, puis à un moment, voilà, le corps ne suit plus, donc grosse chute émotionnelle et à peine avons-nous commencé le soin que son compagnon est apparu dans le cabinet et en fait, il a passé 1 heure
à la faire rire. C'est-à-dire il me disait: «Raconte-lui ça, parle-lui de ça», et cetera, et on est passé d'une phase où cette jeune femme était vraiment, dans les larmes, dans la souffrance, et cetera, avec, à l'issue d'un soin, quelque chose de très léger, des pleurs, mais des pleurs de joie. Ou parfois le défunt, peut me dire: «Bah, va travailler sur tel domaine, va chercher sur telle chose». Voilà, alors là, c'est des choses, vraiment purement médiumniques telles que les gens peuvent, l'imaginer. Parfois, ce sont des mots que j'entends. Alors pour répondre à ta question, des fois, je sais que ce n'est pas ma voix. Je peux entendre une femme, je peux entendre un homme et je sais que ce n'est pas ma voix, et parfois, ce sont des pensées. Donc là, je dirais qu'ils viennent de moi, mais en même temps, je sais que ça vient pas de moi. C'est difficile à expliquer, c'est-à-dire que C'est peut-être que comme je vais si c'était penser, posé dans ta tête. voilà, c'est ça, je travaille sur le genou et d'un coup, je m'entends dire: «Non, non, va plutôt travailler sur l'épaule». Voilà, et là, je sais pertinemment que c'est quelque chose que l'on m'envoie. Alors après, c'est vrai que, tu disais, ça fait flipper beaucoup de gens. Justement, juste pour Hem, préciser, quand tu dis voir, tu dis c'est un flash dans ta tête ou tu vois une personne dans la pièce? les 2. Les 2. Ça peut être des choses vraiment extraordinaires à vivre. Lors d'une formation de magnétisme, il y avait une dame qui était sur la table, et puis là, je vois un grand-père qui vient et qui passe devant moi, et j'entendais en fait ce qu'il me disait, et ce qui est compliqué à dire, c'est qu'en même temps je l'entendais pas parler, mais un peu comme une forme de télépathie, et il me disait, «Bah, viens à la maison, on va boire un café». Et c'est comme si je m'étais retrouvé en même temps, à la fois en train de soigner la personne, en même temps chez ces gens-là, et qui commencent à me raconter l'histoire de cette dame que je soigne, avec des éléments très Extraordinaire. précis. Le grand-père, et en fait, cette dame me dit: «Mais c'est mon grand-père que tu vois», et donc du coup, alors à chaque fois que la personne valide, je vois la personne, le défunt qui est content, OK, elle a bien compris, donc parle-lui, je sais pas, parle-lui de mon Solex que je prenais pour aller au travail, parle-lui de mon couteau Opinel que j'utilisais tous les jours, et cetera, et tout ça, ça vient. Donc moi, je transmets, et ça apporte souvent beaucoup de joie parce que Mmh. j'ai la chance de capter, des énergies plutôt joyeuses, plutôt, et cetera, et ça permet, ce que je constate, ça permet de détendre les gens. Ça leur permet de sortir de l'émotionnel. Ça leur permet de comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Et puis, on est tous pareils, on a besoin de preuves. Donc quand un médium, quel qu'il soit, ou une médium, vous apporte, des éléments factuels, qu'on ne peut pas connaître, Oui. bah, c'est à la fois rassurant, mais ça peut faire peur. Combien de fois on m'a dit, même sans qu'il y ait de médiumnité: «Non, mais fais ce que tu dis, c'est flippant», ou «Ce que tu fais, c'est flippant». Mais derrière cela, c'est une peur qui est en nous, profondément ancrée, c'est la notion de l'inconnu. L'inconnu fait peur, et encore plus aujourd'hui, nous sommes depuis à peu près 200 ans dans un système très industriel, très, on explique tout par la science, et cetera. Ça ne fait qu'amplifier nos peurs par rapport à ce que l'on ne voit pas. En somme toute, c'est logique, mais lorsque je discute avec des gens qui me disent: «Je n'y crois pas, je n'y crois pas», quand on est vraiment dans l'échange, je comprends que derrière, c'est de la peur, et c'est Mmh. normal, c'est humain, et puis surtout, bah, laisser le libre arbitre à chacun. Tu n'y crois pas, je l'accepte, c'est ton droit. Moi, c'est ma foi, il n'est pas question que je l'impose avec des preuves, avec ci, et cetera. C'est pas du tout le comme ça que je perçois ce genre de choses. Mais effectivement, on va conscient que ça fait partie de notre entourage, hein. Tout est énergie, et si l'on fait attention, on s'aperçoit qu'on a plein de signes, hein. On a plein de signes qui viennent, autour de nous, et là, je pourrais en citer, des dizaines et des dizaines, hein, et les gens qui commencent à être dans une forme d'éveil commencent à se rendre compte, ce qu'on appelle le hasard, hein. Après, on Mmh. appelle ça des synchronicités, mais on en a tous les jours, et des fois, c'est très fort. Maintenant, la difficulté, quand on a envie de se connecter à cet invisible, c'est à la fois d'être, si je puis dire, connecté, hein, d'être ouvert, mais de ne pas être dans l'attente absolument. Mmh. Parce que plus on est dans l'attente de quelque chose, d'entendre, de voir, moins on a de chances de le voir ou de l'entendre, et j'ai une très bonne amie qui est une grande médium qui m'a dit: «Quand vous venez me voir en consultation, n'attendez pas absolument un message de papy Robert ou de tata Jeannette, parce que déjà ce sont eux qui choisissent». Le médium n'a aucun pouvoir sur les, on va dire, les esprits, il a aucun pouvoir. C'est, papy Robert qui: «Tiens, j'ai envie de parler avec ma petite fille, donc je vais passer par la médium ou le médium pour lui transmettre des messages». Alors, tu parlais donc que parfois dans les séances, quand tu transmets des messages, ça fait peur aux gens. Mais à l'inverse, moi j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui sentent qu'elles ont des perceptions extrasensorielles, mais sont au tout début. Et en fait, la chose qui revient le plus souvent, qui fait vraiment peur,
C'est de dire, bah, si je m'ouvre à ces capacités-là, à ces canaux, est-ce que tout d'un coup, je ne vais pas me retrouver à avoir des zombies partout chez moi toute la journée? Qu'est-ce que tu peux raconter là-dessus? Comment ça se passe hors séance? Parce que quand c'est bon la séance, ça va. Mais toi, le matin, la nuit, quand tu vas faire pipi, quand tu vas prendre ton café, comment chez toi? Alors, autant te dire, Alice, autant au quotidien, tous les jours, la médiumnité ne me pose aucun problème, mais il n'empêche qu'une fois, j'ai eu quelqu'un qui m'a réveillé, j'étais seul à la maison, et crois-moi, médium ou pas, quand à 2 heures du matin, tu sens qu'il y a quelqu'un à côté du lit qui te regarde, que tu ouvres les yeux, que tu vois une silhouette, et que tu entends quelqu'un marcher dans la maison et descendre l'escalier, crois-moi, même en tant que médium, des fois c'est un peu compliqué. Donc là, c'est le petit garçon qui se réveille, toi tu te mets sous la couette, qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai vu, etc. Alors, ce que tu évoques, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ressentent, j'ai la capacité, il m'est arrivé des choses, mais j'en ai peur. Et c'est normal. C'est normal, hein. C'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Quand tu lui retires les petits trous et que tu commences à le lâcher, eh ben, il y a toujours cette peur. La peur, elle est normale. La peur, c'est une émotion qui est inscrite en nous depuis des millénaires, qui est là pour nous éviter des dangers. Nos ancêtres se confrontent face à un mammouth, bah, je ne vais pas rester en face de lui. S'il me charge, je vais partir parce que je vais avoir peur. Donc la peur est normale. Le danger, c'est quand la peur prend le dessus. C'est-à-dire que on voit des gens qui sont bloqués, qui n'avancent pas, tellement la peur a pris, et ça c'est l'ego, hein, tellement la peur a pris Mmh, de l'ampleur en nous que ça nous bloque. Donc il y a un moment, il faut être courageux. On a tous ce courage en nous, c'est-à-dire bah, la peur, allez, je vais aller au-delà. Et très souvent, quand on va au-delà de cela, on a une satisfaction énorme. Déjà, le fait d'avoir dépassé cette peur et de voir mmh, ce qu'il y a derrière. Mais ce que tu évoques par rapport aux capacités, c'est la même chose par rapport aux émotions. Je oui, reçois des gens en consultation qui ont peur de lâcher les émotions, soit parce qu'ils ont peur d'être jugés. Malheureusement, le jugement fait partie de notre quotidien, mmh, mais le juge ment, hein, en langage des oiseaux, soit parce que c'est tellement intense qu'ils ont peur de souffrir. mmh, Simplement l'image que l'on peut donner, en tout cas pour les soins, si vous avez une plaie infectée, l'infirmière ou le médecin va déjà désinfecter la plaie avant de suturer ou de mettre un pansement. Donc si l'on veut aller mieux, il y a une phase qui est indispensable, c'est je sors mes émotions. Hein. C'est le travail d'un thérapeute et dans mon domaine, oui, il y a beaucoup de paroles, mais aussi le ressenti. Je commence toujours mes séances par à peu près 30 minutes d'échange. Alors non seulement je suis en écoute active, puisque tout est parlant, les mots de la personne, certains tics, le positionnement dans le fauteuil, ça tout le monde le sait, mais il y a aussi le ressenti. Donc je vais me connecter énergétiquement à la personne et ressentir déjà où ça bloque. Alors, notamment au niveau de ce qu'on appelle les chakras ou les points d'énergie, où je vais sentir un blocage au niveau de l'estomac ou une pression au niveau du cœur. Et déjà, globalement, je sais sur quoi je vais axer mon travail après. Après, voilà, pour terminer sur ta question, bah, c'est aussi notre rôle, c'est pour ça qu'on a créé l'école avec Samia, c'est de mmh. dire aux gens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est-à-dire que ce sont vos capacités et nous allons être là pour vous accompagner dans la douceur, la sécurité. C'est un peu le rôle du père, hein. Le rôle du père dans la triade père, mère, enfant, c'est un moment de dire à l'enfant, tu n'es plus maman, tu es toi, tu es un être à part entière, et moi, ton père, avec une autorité bienveillante, un cadre sécurisant, je vais t'accompagner sur le chemin qui est le tien. Et puis à un moment, l'enfant bah, prend son envol. C'est la même chose pour les personnes que l'on reçoit à l'école. Mmh. On est là pour les rassurer, pour leur transmettre, hein. On parle d'école, on n'a pas encore trouvé de mot équivalent. Moi, j'aime bien, le mot élève me gêne un petit peu, mais ça, c'est personnel. Donc, j'aime bien dire apprenant ou les apprenantes. C'est-à-dire que mon rôle, comme le faisaient les guérisseurs d'antan, c'est de transmettre, hein. Mais je ne transmets pas un don. Le don, tout le monde l'a. Par contre, je vais expliquer aux gens comment utiliser cette capacité, quelle qu'elle soit, qu'ils ont en eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes épanouis tous les deux, vous avez cette école, mais ça a été un long parcours pour toi aussi, parce que toi, comme ta femme Samia, tu as choisi un autre métier d'abord. Raconte-nous du coup un peu cette transition, comment ça s'est passé, pourquoi toi aussi tu as choisi un métier terre à terre et pourquoi finalement tu as lâché pour revenir à toute autre chose. Alors, est-ce qu'on peut parler de choix? Je crois que mon métier d'aujourd'hui, c'est un choix
qui est en écho, en résonance avec ce que je suis. Mmh. Mais après, comme beaucoup de gens, j'ai fait mon service militaire, il a fallu trouver un travail après, donc j'ai travaillé 1 an dans la banque. Après, j'ai travaillé, plus de 20 ans dans les assurances, avec des signes de la vie au fur et à mesure, hein, où je me sentais de moins en moins à place, de moins en moins en harmonie, mais il y a toujours l'ego, bah, faut travailler, hein, faut ramener de l'argent et cetera et cetera. Et comme je te disais, la vie nous envoie des signes et puis à un moment, si on comprend pas, bah, c'est un coup de pied aux fesses, radical. Et le coup de pied aux fesses que j'ai eu, c'est qu'un jour, j'arrive au bureau et on me dit: «Bah, Guillaume, tu fais tes affaires, enfin, tu prends tes affaires, tu laisses la voiture et on est en phase de licenciement». Donc pendant une demi heure, je te cache pas que ça a été, l'effondrement total. Et puis au bout de 30 minutes, je me souviens vraiment, j'étais dans les transports, je dis: «Mais finalement, c'est une chance qui m'est offerte. C'est une chance qui m'est offerte de, bah, on a fait quelque chose que je n'osais pas faire, on l'a fait pour moi. Alors ça a été un petit peu violent, mais finalement pas tant que cela. Ça m'a permis ensuite d'aller m'orienter vers ce pourquoi je suis fait. Mmh. Parce que notre conviction, en tout cas la mienne, c'est on est avec une mission, hein. Et à minima, si on n'a pas cette croyance dans la réincarnation ou autre, on sait en nous que voilà, on a une passion pour la pâtisserie, on a une passion pour le travail du bois et il est évident que lorsque l'on fait un métier qui résonne parfaitement avec qui nous sommes, on ne peut être que bien. Alors, en amont de ce licenciement, j'avais une amie qui faisait des massages ayurvédiques qui m'avait dit: «Guillaume, tu vas faire quelque chose avec tes mains». Mmh. Quand je lui posais la question: «Mais quoi donc?» Elle m'a dit: «Je peux pas te le dire, mais c'est sûr». Donc longtemps, je me suis posé la question, déjà est-ce que elle ne voulait pas me le dire, c'était à moi de le découvrir ou bien effectivement elle avait juste cette information, c'était à moi effectivement de faire mon parcours. Ça a duré comme ça Mmh. quelques années, puis j'ai oublié. Jusqu'au jour où effectivement j'ai découvert que, un peu par hasard, bah, en mettant la main à quelques centimètres d'une personne, la personne ressentait. Et puis progressivement, donc là j'étais encore en poste, hein, je commence à soigner les petits bobos, hein, les maux de ventre, les petites entorses, les migraines et cetera et cetera. Et puis, bah, là, me retrouvant sans emploi, je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion de vivre pleinement ce que j'ai envie de faire». Alors j'avais commencé à faire des soins un peu plus importants en parallèle de mon travail salarié et puis là, bah, je me suis lancé et il est vrai que depuis que je fais ce métier, je me sens, moi-même. Mmh. C'est ça qui est important. Les gens qui ont des capacités, qui le perçoivent, ils sentent qu'il y a quelque chose, quelle que soit leur capacité. Je leur explique que à taire ces capacités, ne pas vouloir les voir, ne pas les laisser vivre, c'est une partie de nous-mêmes qui ne vit pas. Mmh. Si vous avez un don pour le piano et que vous vous interdisez de jouer du piano, il y a un moment, il y aura une frustration, il va y avoir, peut-être même un mal-être. Mais à partir du moment où voilà, c'est moi, j'ai les capacités et ces capacités, j'ai envie de les mettre au service, des autres. Eh bien, voilà, on redevient, nous-mêmes. On redevient, on vit dans notre, être, dans son entièreté, en fait et c'est ça qui fait du bien également et puis au-delà de cela, le plaisir également d'accompagner les autres, Mmh. de soulager les autres. Croyez-moi, quand vous êtes magnétiseuse ou magnétiseur, vous avez une personne qui pleure parce qu'elle n'a plus mal, il y a une Mmh. forme de soulagement qui sort, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Après le piège, c'est de ne pas tomber dans: «Je donne tout aux autres, hein, je fais aux Ouais. autres, mais je m'oublie». Est-ce que du coup, tu as toujours été capable de parler de ces dons, de ces perceptions ouvertement autour de toi? Alors enfant, non, la preuve en est, c'est qu'une fois, je disais à ma mère, «Mais pourquoi je suis dans ce corps et pas dans le corps de la personne que je vois là? Ou je ressens ça, donc on m'a mis chez le médecin», hein, classique. Bon, le médecin, c'est pas lui qui peut dire, voilà. Mais très vite, très, très vite, bah, jeune adulte, même étant devenu papa, je commençais à m'intéresser à la médiumnité, je faisais des essais chez moi et cetera. Avec mon ex-épouse, on en parlait ouvertement. J'ai jamais eu vraiment de frein à dire cela. Maintenant, pendant longtemps, j'avais une partie de moi qui y croyait, qui avait envie d'aller dans cet univers-là, et une partie de moi qui disait: «Guillaume, ne t'emballe pas, ne va pas croire tout et n'importe quoi, voilà, intéresse-toi, mais garde également quand même une forme de doute» et le doute n'est pas mauvais en soi, hein, qui c'était aussi un garde-fou. Ça permet de ne pas croire en n'importe quel gourou, ou de ne pas suivre Mmh. n'importe quel traitement un peu bizarre, qui nous amène des fois à des choses dramatiques. Et par exemple, pour revenir à la médiumnité, aux entités, aux esprits, j'y ai cru, mais le jour où j'ai vécu cela chez moi, croyez-moi, c'est encore une autre étape.
hein. C'est-à-dire que quand vous avez, et voilà, et avec des témoins en plus, hein, des Alors, objets qui bougent. raconte-nous cette première expérience, s'il te plaît. Alors, tout a commencé avec un emménagement, pardon, en Auvergne avec mon ex-compagne, et mon ex-belle-mère, qui est très croyante, et cetera, nous avait dit: «Bah, nettoyez les lieux, bénissez les lieux». Donc, pour respecter ce qu'elle m'avait demandé, elle nous avait donné un peu d'eau de Lourdes, donc j'ai fait ce qu'elle m'avait demandé et puis j'ai posé la petite fiole d'eau de Lourdes sur un meuble et je me souviens encore très bien où je l'ai posé. 3 jours après, je le cherche, impossible de le trouver. Et cette petite fiole d'eau de Lourdes, je l'ai retrouvée 3 ans après, au moment où j'ai déménagé, dans un placard qui faisait 3 mètres de haut, caché derrière une pile d'assiettes. Donc là, en l'occurrence, personne ne pouvait l'avoir fait. Donc entre-temps, mon ex-compagne qui était fatiguée, c'est pas sa nature, hein, fatiguée du matin jusqu'au soir, elle dormait beaucoup et encore une fois, c'était pas sa nature. Jusqu'au moment où un médium nous dit: «Mais il y a une présence à tel endroit dans l'appartement». Et c'est vrai que je ressentais des choses, des belles énergies, du froid, mais bon, comme c'était un grand appartement, il y a toujours le côté cartésien, hein. Bon, il y a un courant d'air, bah là, je me sens fatigué, bon, et cetera. Sauf qu'il nous apportait des éléments concrets, que les filles de mon ex-compagne qui vivaient là, ressentaient des choses, voyaient des choses, entendaient des choses. Donc c'était une étape importante pour moi, dans ce sens où ce médium qui ne pouvait pas se déplacer, il était trop loin, m'a formé à ce que j'appelle le nettoyage, donc à faire partir l'entité. Et surprise plaisante ou pas, en fait, l'appartement que nous occupons était un appartement, c'était un lieu de passage, hein, c'était une salle d'attente pour les esprits, et cetera. Donc régulièrement, on avait des objets qui bougeaient, on avait des bruits de pas sur le parquet, des portes qui s'ouvraient, voilà. Donc après, on s'y fait, hein, finalement. Passer la peur, on s'y fait, surtout quand les médiums me disent: «N'ayez pas peur, hein, ils ne sont pas méchants». Mais comme toi, Guillaume, ce que j'ai découvert, on me l'a dit là, tu as des dons de médium. Et si vous avez ces dons-là, ne serait-ce que des dons pour capter les énergies, vous allez attirer cet univers-là, forcément. Heu, Dans un exemple plus concret, si vous êtes une personne joyeuse, gaie et dans l'énergie, vous allez attirer des gens de qui sont dans la même énergie. À contrario, prenez une personne qui est plutôt dans la rancœur, dans la colère, dans la dépression, c'est rarement des galurons, hein, autour de cette personne. Bon voilà, il faut accepter que quand on a des capacités de perception, on va attirer ce genre de choses. Alors, tu as des enfants, tu as plusieurs enfants, mais notamment 2, si je ne me trompe pas, qui sont adultes aujourd'hui. Ouais. Eux, comment ils perçoivent ça aujourd'hui et quand ils étaient plus jeunes? Ils étaient ouverts à ça ou c'était pas passé ouvert, en fait? Alors, effectivement, comme tu le dis, j'ai 2 grands enfants, un garçon qui a 28 ans et une fille qui a 24 ans. Ma fille Clémentine, a eu conscience qu'elle percevait des choses justement lorsqu'elle a visité avec moi cet appartement dont je viens de parler, où elle a Mmh. ressenti des choses, entendu des bruits. Et puis, bah, c'est le sujet qu'on évoque, c'est la peur. Ça lui a toujours fait très peur, donc elle s'est bloquée à cela. Et Mmh. depuis quelque temps, elle commence petit à petit à s'ouvrir à son rythme. Et puis le fait d'avoir une belle-mère comme Samia, un papa comme moi, bon voilà, entre guillemets, ça la rassure. Mais il y a pas un mois où elle ne m'appelle pas en disant: «Papa, tu peux nettoyer mon appartement, il y a quelqu'un, il y a quelque chose» et c'est factuel. Donc maintenant, elle n'a plus peur, des phénomènes qui peuvent se passer chez elle. Bon, par Mmh. contre, c'est papa qui va nettoyer derrière. Mais il y a pas Mmh. de problème. Mais elle s'ouvre de plus en plus, elle s'ouvre, au travail avec les tarots, elle s'ouvre, aux perceptions, donc voilà, elle fait à son rythme, ce qui est normal. Mon fils, donc garçon, homme plutôt, heu, très longtemps, très cartésien et il y a 1 an, l'été dernier, il est venu manger à la maison et là, il a commencé à dire qu'il s'intéressait à ce genre de choses, qu'il percevait des choses et cetera et pour moi, c'était à la fois une surprise agréable, c'était une révélation et donc j'ai vu que mon fils également avait ces capacités et aujourd'hui, il est en train de changer de vie. Il passe, bah, ce que j'ai fait un peu, hein, d'un travail très terre à terre et cetera, où il a beaucoup donné et il sent que c'est plus sa place. Donc il envisage même de venir prendre des formations, au sein de l'école familiale, tu vois? Et puis Ah! oui, oui. Mmh. Et puis Aglaé, bah, Aglaé, c'est une histoire, très, très particulière dans ce sens où, il y a, 6 ou 7 ans, cet ami médium, qui est en train de transmettre un message de ma grand-mère, encore une fois très précis, avec des détails très précis. Enfin voilà, à chaque fois, je suis, épaté par son travail. Mmh, pour clore la séance, me dit: «Ah Guillaume, ta grand-mère me dit qu'elle est avec l'enfant, pour l'instant, elle prend soin de lui». Ah je «Oui, d'accord, quel enfant?» Elle dit: «Je sais pas, il est en lien avec toi cet enfant, mais je vois pas encore le lien, mais en tout cas ta grand-mère veille sur lui». Bon, Aglaé arrive,
Aglaé elle-même a annoncé par les messages médiumniques, hein, on nous avait dit: «Samia et toi, vous allez avoir un bébé». Oui, bien sûr. Donc le bébé, c'est ce qu'on va faire ensemble, c'est l'école. Non, 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 un vrai bébé, hein, elle arrive, hein. Et heu et un truc que j'ai vécu, qui était extrêmement fort, c'est que, j'étais seul avec Aglaé, elle ne parlait pas encore et je monte dans sa chambre, elle est assise dans son lit, le temps de préparer ses affaires et je l'entends qui m'appelle. Elle me dit: «Guillaume». Donc je la regarde, elle me dit: «Guillaume», elle a dit 2 ou 3 fois. Donc quand tu as ta petite fille qui ne parle pas encore et qui commence à te dire les choses comme ça, voilà, là tu vois? Et même ayant l'habitude, tu dis: «Bon, il y a quand même un truc bizarre», hein? Heu et après si je fais un parallèle avec la psychogénéalogie, Aglaé était prévue, le 21 décembre. Elle naît le 12 décembre, mais le 21 décembre, quand j'ai fait ma généalogie, c'était la date de mariage de ma grand-mère. Mmh. Donc voilà, tu vois? Donc je pense que Ouais. là, dans la famille, on est bien équipés. Il y a des choses à faire. Mais C'est on nous l'a dit, y compris Mélissa, la fille de Samia, que voilà, Mélissa, elle perçoit des choses, elle anticipe des choses. Et Aglaé, mais des choses toutes bêtes, hein. Elle va me dire: «Tu les pompiers, papa?» Je fais: «Non, j'entends pas». Et puis 2 minutes après, 5 minutes après, on voit passer un camion de pompiers, alors qu'on mmh. l'entendait pas. Voilà, donc mais la chance qu'ont les enfants qui ont des parents comme ça, qui sont à minima ouverts à cela, c'est qu'on va être en capacité de les accompagner. Et le fait d'envoyer de l'énergie: «Voilà, je te crois dans ce que tu me dis», pour l'enfant, c'est extrêmement rassurant. Mmh. Du coup, une question qui est extrêmement importante, mais pas forcément facile à aborder. Une question qui revient quand même souvent, c'est comment est-ce que tu peux faire la distinction entre l'imaginaire, un trouble psychologique et de la perception extrasensorielle? Alors, il y a plusieurs outils. Déjà, il y a le ressenti. Alors, on parlait de la perception, il y a le ressenti. Lorsqu'un enfant vous dit: «Voilà, je vois ça», bah, qu'est-ce que me dit mon ressenti? Là, je suis pas dans l'ego, parce que l'ego va me dire: «Bah, il ou elle a encore rêvé, ou il est trop dans l'imaginaire», et cetera. Donc, j'essaie déjà par le ressenti. Après, quand c'est un enfant qui voit des choses, j'essaie de faire le parallèle avec ce que je vois moi. La manière dont je le vois. Et quand j'ai un enfant qui me dit: «Voilà, je vois telle ou telle chose», à partir du moment où je dis: «Bah oui, c'est ce que je vis également», donc là, Mmh. je n'ai pas de doute. Mais quoi qu'il en soit, même si on n'arrive pas à percevoir, il faut toujours laisser la porte ouverte, à l'enfant. Si c'est l'imaginaire, il en faut. Après, fais attention que qu'on soit enfant ou adulte, qu'on ne parte pas trop dans l'imaginaire, hein. On parle de connexion, si on est trop connecté là-haut et pas en bas ou inversement, il y a des équilibres qui se fait. Mais l'imaginaire de l'enfant, c'est aussi sa richesse, de voir un enfant s'amuser en s'inventant des histoires, et cetera. C'est ce qui fait la richesse de l'enfant. Mais le cas que j'ai en tête, c'est un petit garçon, ses mamans me l'amènent et elle-même, elle y croit, mais elle dit: «Bah là, je suis démunie. Est-ce Mmh. que mon fils», bon à l'époque il avait, 6 ou 7 ans, «Est-ce que mon fils voit bien ça? Ou est-ce que c'est, une vue de l'esprit, si je puis dire?» Et lorsque cet enfant m'a dit: «Voilà Guillaume, je vois ça», et du coup ça résonne en moi, je dis: «Mais je te crois». Et là il y a eu, bah, beaucoup de larmes parce qu'il s'est senti soulagé. Parce que je pense qu'inconsciemment pour un enfant, maman me croit, bah, c'est normal, c'est ma maman, elle Mmh. m'aime. Donc même si, finalement, même s'il ne me croit pas, elle va m'envoyer un message d'amour: «Oui, je te crois». Mais si une tierce personne valide, et l'enfant a besoin de ça, de valider, ça apaise, ça apaise. Et déjà le fait, d'ouvrir cette porte, ça permet à l'enfant déjà de mieux gérer ça, hein. J'ai le cas d'une dame qui m'a appelé pour nettoyer une maison. hem Elle me raconte l'histoire qu'en pleine nuit, elle se lève pour aller aux toilettes pour pas réveiller son conjoint, et qu'en ouvrant les portes des toilettes, elle voit quelqu'un. Oui. Donc elle a crié, la comment dirais-je, la personne a disparu, hein, ce défunt a disparu. Et puis le lendemain matin, son petit garçon qui avait eu 8 ou 10 ans, je ne sais plus, lui dit: «Maman, je t'ai entendu crier, qu'est-ce qui t'est arrivé?» Donc la maman, pour rassurer: «C'est rien, je me suis cogné le pied, je me Mmh. suis fait mal», et cetera. Et là, le petit bonhomme lui dit: «Tu le vois toi aussi?» «Ah, Ouais. comment ça, je te le vois?» «Bah, il y a un monsieur qui passe souvent dans ma chambre. Il est pas méchant, mais il traverse ma chambre». Voilà. Et ces enfants, méritent d'être accompagnés, et puis Mmh. pas tout de suite penser: «Ça y est, c'est la folie ou n'importe quoi». Mais c'est la même chose pour les adultes, hein. Alors Ouais. les adultes, c'est moins complexe, hein. Quand j'ai une personne qui m'appelle pour me dire qu'il y a, 350 fantômes chez elle, qu'elle est possédée par le diable, et cetera, on commence à prendre du recul, ça m'est déjà arrivé, hein. On prend du recul. Il ne s'agit pas de rejeter la personne, c'est d'expliquer que voilà, il y a peut-être là des vues de l'esprit. Mais des fois, c'est encore un peu compliqué d'expliquer aux gens, bah, je vous écoute, je vous entends, je vous respecte, mais ce que vous dites là, c'est peut-être une vue de l'esprit, c'est peut-être, voilà, d'autres choses.
Et ouais, mais je comprends, la ligne, en fait, est très fine. Même par exemple, oui, comme tu dis, une personne comme ça, pourtant, elle va être convaincue de ce qu'elle raconte. La ligne est toujours très fine. Ouais, ouais, ouais. Même en soins, hein. Et le plus dur au départ, c'est de switcher, c'est-à-dire que le côté, encore une fois, l'ego. Alors l'ego, je ne critique pas, on en a besoin de l'ego, au quotidien, on en a besoin. Mais quand on rentre dans cet univers-là, par son métier, etc., on a besoin à un moment de mettre en pause l'ego et d'être vraiment juste en perception. Parce que là, on ne Mmh, juge pas, hein. Mais la ligne est toujours très fine. Il y a toujours le mmh, risque que, effectivement, l'ego prenne le dessus. Et là, il faut faire attention. Et mmh. quand on a un échange comme ça, ne pas être dans le jugement, c'est important, comme quand on reçoit un consultant, une consultante, hein. Mais effectivement, c'est toujours très fin. C'est ce qui fait à la fois la difficulté du métier, mais en même temps, pour moi, c'est ce qui fait aussi la beauté. Mais après, avec l'expérience, ça se fait automatiquement, hein. Quand je rentre dans mon cabinet pour un soin, le Guillaume du quotidien, ça, il est déconnecté et on passe au Guillaume magnétiseur ou radiesthésiste ou autre. Est-ce que tu arrives à bloquer ou à déconnecter ces capacités? Genre, est-ce que par exemple, tu arrives à regarder ton film du samedi soir sans qu'il y ait des gens qui passent? Est-ce que tu peux faire stop, 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 stop? Ouais, c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire. Mmh, Sinon, ça peut être perturbant, ça peut être, voire dangereux des fois, hein. Donc faut arriver à déconnecter. Donc, quand on débute, quand on découvre, on va le faire de manière consciente, c'est-à-dire, voilà, je vais faire un soin ou je vais faire une somme d'unité, je me connecte en tant que, récepteur d'énergie, il faut mmh, terminer, consciemment, je vais me déconnecter. C'est très important. Puis après, hein, c'est comme pour tous les métiers avec l'expérience, bah, une fois que j'ai fermé le cabinet, ça y est, je suis plus en connexion. Alors, je vais dire globalement, c'est-à-dire que par exemple, quand je fais des formations, quand je reçois en moyenne 8 personnes, je veux pas des groupes plus conséquents. Là, il y a mon énergie, il y a cet égrégore d'énergie des 8 personnes qui sont là. Donc, imaginez cette énergie dans une pièce. On arrive même à arrêter la pendule dans le cabinet, hein, de faire de l'énergie. Donc, souvent, après une semaine de formation, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour redescendre. Et c'est d'autant plus important que, au-delà même de l'énergie, le hasard, si tant est que le hasard existe, fait que j'accompagne beaucoup de femmes qui ont vécu des choses très compliquées, attouchements, etc., des violences. Donc, c'est important aussi d'être dans l'empathie sèche, appelle ça l'empathie sèche, hein, c'est-à-dire de capter, de comprendre pour accompagner, mais de ne pas absorber. mmh, Parce que tout est énergie, hein. L'énergie, déjà, les mots que l'on dit, les mots que l'on envoie sont une énergie. L'exemple que je donne souvent, si vous êtes directrice et que votre assistant vous présente deux dossiers, il y a deux possibilités. Soit vous dites, bah, ce dossier est très bien, celui-là est nul, première possibilité, ou soit vous dites, celui-ci est très bien, celui-ci, il y a des choses à revoir, mmh. hein. Les mots n'ont pas le même sens, c'est l'énergie que vous envoyez. Quand vous dites je t'aime avec le cœur, la personne entend le mot, mais elle ressent l'énergie qui va avec. Et la même chose pour les mots de colère. Donc, quand on sent une personne qui va libérer des colères, des rancœurs, des forts chagrins, il est important de se connecter, de ne pas le prendre pour soi déjà, et puis ça fait partie d'autre chose. Écoute, Guillaume, un grand, grand merci à toi. Est-ce Avec qu'il grand y a quelque chose plaisir. que tu veux rajouter? Un message pour les gens qui découvrent ou peu importe? Bien, je vais résumer ce que je viens de dire, c'est n'ayez pas peur. On parle de don, alors il faut démystifier le mot don. Pour moi, c'est un cadeau. Alors Mmh, peu importe la manière, que ce soit par l'incarnation ou autre, peu importe votre foi, si vous avez la capacité d'accompagner les gens, si c'est votre envie, et généralement ça va toujours de pair, hein, quand on a les capacités, ne serait-ce que d'écoute, hein. Vous avez des gens qui sont d'excellents thérapeutes, ils ne sont pas psychologues ou psychiatres ou autres, hein. Donc laissez vivre vos capacités, n'ayez pas peur, vous trouverez toujours des gens pour vous accompagner, vous trouverez toujours des gens pour vous écouter. Et souvent, les gens ont peur de dire, mais souvent, la peur, c'est la projection. C'est-à-dire, si je dis que je ressens des choses, si je dis que je vois des choses, comment va-t-on me percevoir? Et là, j'ai peur du jugement de l'autre, hein. Et le fait de dire ouvertement, alors avec l'expérience, enfin, le travail, voilà, je suis capable de ressentir les énergies, je suis capable d'entendre des choses, eh bien, on s'affirme aussi, hein, mmh. et on révèle notre identité. Après, il y a toujours des gens qui vous croiront, qui vous ne croiront pas, ce qui est normal. Voilà. La seule chose, c'est qu'il y a un respect mutuel. C'est-à-dire que tu n'y crois pas, je respecte, par contre, respecte qui je suis et ce que je fais. Voilà. Mais c'est un cadeau tellement extraordinaire que si vous percevez déjà les capacités ou ne serait-ce que l'attirance, vous avez des gens des fois qui ne perçoivent pas encore leur capacité, mais ils sont fortement attirés vers le magnétisme, ils sont fortement attirés vers la médiumnité ou d'autres, c'est qu'il y a déjà quelque chose en vous qui vous appelle. Donc laissez-le vivre, s'il vous plaît, et vous allez voir,
combien c'est merveilleux et toutes les belles choses que ça vous apporte. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Alors, Alice. merci d'avoir participé et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.